Merci d'être avec nous. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui. Alors, on va tout vous dire. On est carrément en retard. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout organisé là. Pas tout le tous. monde est. Oh, ça va, Philippe Devis. J'étais à l'heure. Mais c'est toujours celui qui casse. Mais l'esprit d'équipe, qu'est-ce que vous en faites? Depuis qu'il était petit, c'était madame, c'est pas moi, c'est pas moi. Moi, j'étais là, madame. Il y avait Françoise de Gois qui racontait n'importe quoi dans les couloirs. Oui, je l'ai vu. De toute façon, j'ai fait des photos pour bien que vous vous souveniez. Voilà, j'ai des preuves. En tout cas, merci d'être avec nous. On est ravis de vous retrouver encore aujourd'hui. Quel jour sommes-nous? Jeudi, c'est ravioli. Ah bon, vous avez des preuves? Ah bah absolument. Tant mieux. Parce que hier c'était mercredi. Ah oui, donc la veille de jeudi, vous avez raison. En tout cas, au sommaire de cette émission, à 17h30. Gros niveau, l'émission. Excusez-moi, c'est parti. Les jours où vous êtes là, on se met à votre niveau, ça s'appelle l'empathie. Vous savez qu'à chaque fois, vous dites toujours la même phrase, ça fait des années que ça dure. Parce que vous l'avez toujours pas comprise. Oui, mais non seulement je l'ai comprise, mais... Excusez-moi, parce que j'ai dit au sommaire de cette émission, tout ce qui est dit là n'est pas au sommaire de cette émission. Voilà, donc nous allons reprendre le sommaire de cette émission. François Bayrou provoque une crise dans la majorité présidentielle. Il n'entrera donc pas au gouvernement, évoquant une absence d'accord, une dérive vers une technocratie gestionnaire et un gouvernement trop parisien. En coulisses, il n'aurait pas obtenu autant de postes que demandé devant ses troupes. Le président du Modem a évoqué donc une démarche d'humiliation de la part du couple exécutif. Alors parlons vrai, avez-vous été surpris par les propos de François Bayrou hier soir et avez-vous le sentiment qu'il fait marche arrière toute ? Est-ce que, vu la bronca dans son parti, puisque le moins qu'on puisse dire est que sa position ne fait pas l'unanimité, sa carrière est terminée? Et d'ailleurs, la majorité est-elle fragilisée? Bayrou, est-ce un caprice ou un désaccord sur le fond? Eh bien, pour vous, c'est un caprice à 76%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et notre expert du jour, un ancien proche de François Bayrou qui a quitté le Modem il y a quelques années pour créer son propre parti. Jean Lassalle sera avec nous, ancien député des Pyrénées-Atlantiques. Et puis le coup de projecteur des Vrais-Voix à 18h30. Cette crise politique intervient un mois après la nomination de Gabriel Attal comme Premier ministre, un mois après ce casting gouvernemental à moitié incomplet, gouvernement qui, faute de majorité absolue, avait déjà dû se dispenser du vote de confiance à l'Assemblée nationale. Alors, parlons vrai, est-ce que faire ce gouvernement est devenu la quadrature du cercle pour Emmanuel Macron et Gabriel Attal? Vu le comportement de François Bayrou, le Modem est-il fragilisé au sein de la majorité? Pire, est-ce que la majorité relative, est encore plus fragilisée? Remaniement, le gouvernement de Gabriel Attal a-t-il perdu toute crédibilité? Vous dites oui à 91%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et on vous souhaite la bienvenue, les Vraies Voix, jusqu'à 19h. Les Vraies Voix Sud Radio. Et pour nous accompagner, comme tous les jours, Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole. Ça va, mon Philippe? Ça va, les sujets vous intéressent aujourd'hui? Ah oui, bien sûr. Ça va être passionnant. Hein. Bien sûr. Ah oui, on aimerait bien que ça tombe, ce remaniement. On est surpris par les sujets. En clair, je ne sais pas quoi dire. Françoise de Gois est avec nous, éditorialiste politique. Bonsoir Françoise. J'adore la politique, c'est toujours un état, c'est stendhalien, il se passe toujours quelque chose. J'adore cette séquence. C'est clair que c'est rouge ou c'est noir. Ça ne s'arrête jamais. Mais je disais juste l'inverse, c'est stendhalien au sens romanesque. Mais ça n'a rien à voir avec la chanson, bien sûr. Mais qu'est-ce que tu veux tirer de cette Anne Batté? C'est pas possible. Allez, Sébastien Ménard, entrepreneur dans la foodtech et du comité exécutif de Presse Libre. Exactement. On vous souhaite la bienvenue. Et à quel niveau du comité exécutif? Non, puisqu'il faut décliner tout. Je suis président. Président. On a deux présidents là, à la table. Il en faut toujours un. Oui. Et ce numéro 0826 300 300 avec Gérald qui était avec nous de Montpellier. Bonsoir Gérald. Bonsoir Gérald. Oui, bonsoir à tous. Vous appelez pas de Beauvau, rassurez-moi. Oui, bonjour, c'est Gérald Darmanin. Tout le monde me fait la même à chaque fois, mais pas encore. Oui. Qu'est-ce que je vous le dise. Votre coup de gueule dans un instant. Oui, exactement. Mon coup de gueule va être les élections européennes et le vote à la proportionnelle que personne ne comprend. Allez, on en parle dans quelques instants. En attendant, vous laissez des messages sur notre répondeur et nous vous en remercions. Ce sera Jean-Pierre des Yvelines. Bonjour Sud Radio, bonjour à toute l'équipe. C'est Jean-Pierre dans les Yvelines. Je suis scandalisé de la différence qu'on peut faire entre les victimes de Gaza et les victimes de l'attentat du Hamas. Toutes les victimes devraient être considérées de la même façon. C'est de la barbarie de chaque côté et on ne peut pas dissocier les victimes. C'est un scandale de faire qu'un hommage aux victimes israéliennes. Une fois de plus, on est les toutous des Américains et des Israéliens et on va dans le sens du vent. On est incapable de se positionner à l'international. On devient pathétique. La France est décrochée de tous les niveaux. C'est grave. Merci en tout cas Jean-Pierre. Je comprends qu'on
Toutes les victimes sont estimables, mais je comprends qu'on ait fait un sort particulier à la barbarie du 7 octobre, mais là où je rejoins notre auditeur, j'ai lu, ça ne m'arrive pas tous les samedis, Le Monde diplomatique, qui a écrit 2 pages très remarquables sur l'inégalité scandaleuse de la couverture médiatique sur le 7 octobre et tout ce qui se passe à Gaza. C'est hallucinant. Françoise Degois. Moi, je connais tellement bien le monde diplomatique. Si vous voulez l'objectivité, lisez donc le monde diplomatique. Vous serez servi. Mais des faits, François. Non, mais il n'y a pas que des faits. Moi, j'entends ce que vous dites, mais tout ne se vaut pas. Les victimes se valent. C'est comme les gens qui expliquent que les athlètes israéliens, comme les athlètes russes, doivent défiler sans leur drapeau. C'est quand même incroyable qu'on transforme les victimes en bourreaux. C'est quand même délirant. Et ça, c'est toute l'offensive qui est menée par la France insoumise. C'est délirant ce genre de propos, parce que c'est délirant, je comprends. Il y aura un hommage en plus aux victimes françaises de Gaza. Il y aura un hommage que fera. Mais quand même, la différence entre la Russie et Israël, vous voyez, c'est déjà dans le régime. En Israël, vous avez une presse libre, vous avez des millions de gens qui peuvent manifester. J'en ai marre d'entendre que c'est un état d'apartheid. C'est un pays où les Arabes israéliens sont représentés à la Knesset. C'est un pays où la Cour suprême tranche souvent en faveur des Arabes israéliens contre l'armée palestinienne, contre l'armée israélienne. J'en ai marre d'entendre ces conneries. Vraiment, ça fait mal parce que c'est de l'inculture. Et en réalité, transformer les victimes. Est-ce qu'Israël a demandé quelque chose le 7 octobre ? Non. Est-ce que il y a quelque chose de comparable entre les commandos du Hamas et l'agression de la Russie contre l'Ukraine ? Mais on marche sur la tête. Moi, je ne suis pas d'accord pour mettre les deux sur le même plan. Les vies humaines se valent. L'intentionnalité de ce qui s'est passé le 7 octobre n'a rien à voir avec l'intentionnalité de ce qui s'est passé. Elle a à voir quelque chose si on accorde le moindre crédit à la propagande totale, insupportable, y compris de l'Afrique du Sud, sur le fait qu'on est en situation de génocide. Ça n'est pas vrai. Sébastien Ménard. Ça m'énerve. Mais François, vous avez raison de vous indigner parce que c'est exactement cela. Je pense qu'il y avait un moyen et un besoin d'instance solennelle pour quelque part honorer les victimes de la barbarie terroriste, d'un holocauste. Clairement, c'est ce qui s'est passé le 7 octobre. Et évidemment, il y a par voie de conséquence des représailles militaires israéliens qui font aussi des victimes. Et là où je suis d'accord avec François, c'est que l'intentionnalité n'est pas la même si effectivement une vie vaut une vie, évidemment. Allez, direction Montpellier avec Gérald. Rebonjour Gérald, sur l'élection européenne. Bonjour, sur les élections européennes, voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, le taux d'abstention est si important parce que les gens ne comprennent pas, en fait, les élections européennes. Ou sinon, ceux qui les comprennent vont aller vers un vote utile de la même manière qu'ils vont le faire avec les présidentielles ou les législatives. Donc là, c'est un vote à un seul tour. Et là, c'est important parce que c'est un vote d'adhésion ou de conviction. Et non, encore une fois, d'un vote utile. Donc, il faut prendre vraiment à faire attention en fait aux européennes, surtout cette année, parce que on voit la place prépondérante qu'ils prennent dans la politique française et dans la politique européenne. Tout se joue à Bruxelles à chaque fois, et donc il est important en fait que les électeurs se joignent aux urnes et votent pour ceux qui pensent qu'ils leur ressemblent politiquement. Oui. Juste un mot pour vous répondre. Vous avez, Gérald, c'est bien ce que vous dites, mais contrairement à ce que vous dites, ça a beaucoup évolué. D'abord, les européennes, c'est un vote d'étiquette, donc c'est souvent un vote d'adhésion. Il est terminé le temps du défouloir, et par ailleurs, il y a de moins en moins d'abstention. Je vous rappelle qu'en 2019, on a battu un record de participation aux européennes, et que cette année, c'était 50%, mais un peu plus de 52%. Et je peux vous dire que cette année, vous allez voir, ces européennes vont passionner tout le monde. Pardon. Moi, j'aime bien les élections à la proportionnelle, puisque c'est finalement une photographie quasi parfaite à un instant T de ce que pensent les gens. C'est une proportionnelle à 5%. Donc je suis pour la proportionnelle. Non, ça va. Merci beaucoup Gérald, vous restez avec nous. Merci pour ce... Préparez-vous pour le qui c'est qui qu'il a dit. Il va être fort. Parce qu'il y a du très lourd ce soir. Non, mais il va être fort, je sens. On peut rappeler mon score de la semaine dernière ? Non, 13. Écoutez, Moi, j'ai déjà fait 14-0, donc... Vous avez des preuves ? On va vous mettre au coin, Sébastien Ménard. Je vous le dis, c'est comme ça que ça va finir. Allez, dans un instant... Le macroniste dans sa splendeur, arrogant, idiot... On verra s'il est encore macroniste tout à l'heure. Allez, les 3 mots dans l'actu dans un instant avec Félix Mathieu et le réquisitoire du procureur. Contre les idiots qui considèrent que Bayrou est un homme politique ordinaire. Allez, 0826 300 300, vous les commentez, vous êtes les bienvenus. On est ensemble jusqu'à 19h, les vraies voix, Sud Radio.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Comment ça va, Philippe David ? Ça va très bien. Bon. Il y a un peu une ambiance Far West, western dans la politique en ce moment. Ce que je me disais, c'est entre règlement de compte à hockey choral, le bon, la brute, le truand. On ne s'ennuie jamais. On ne s'ennuie jamais. Là, autant on s'est ennuyé ces 2 derniers jours là, avec l'attente du remaniement, autant là, on nous a remis un petit coup de... Hein, mais ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Vous avez remarqué, tout est organisé pour que le jeudi, on ait des choses à raconter. Oui, c'est fou. Oui. C'est fou. Je me demande si, pourtant, c'est pas les meilleurs des vraies voix, mais c'est comme ça. Bon. Et le plus proche du gouvernement, c'est vous, Sébastien Ménard. Je me demande si c'est pas un coup de Sébastien Ménard, tout ça. Bon, peut-être on ne sait jamais. Peut-être que moi je suis un vrai espion du gouvernement. Ouais, C'est-à-dire qu'un espion, on peut pas penser que je puisse être macroniste, et pourtant c'est peut-être moi la plus macroniste de vous tous. Vrai. Je suis là en réalité pour vous observer, pour vous espionner. Je fais un compte rendu au château tous les soirs. Vous êtes la Mata-Hari des vraies voix. J'allais vous le dire, la Mata-Hari, je suis la Mata-Hari d'Emmanuel Macron. Vous ne le savez pas, je peux enfin le dire. Si vous permettez, on va Benoît, vous pouvez nous découper ce petit truc là, on va l'envoyer à qui de droit. Allez, on vous souhaite la bienvenue dans un instant, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir Cécile, bonsoir tout le monde, bonsoir Philippe. De quoi parle-t-on ? Eh bien, en 3 mots, ça donne appel Russie et PSG. Le parquet fait appel de la relaxe de François Bayrou. L'ONU demande la fin des transferts d'enfants ukrainiens vers la Russie. Et puis le PSG veut quitter le Parc des Princes. Eh ben, on en parle dans un instant. En attendant, c'est le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et monsieur le procureur voulait requérir contre ceux qui soutenaient que François Bayrou était un homme ordinaire. Absolument, il y en avait peu qui hier pensaient, et je n'étais pas dans l'eau, que François Bayrou pourrait ne pas intégrer le gouvernement. Et pourtant, il l'a fait. Et j'entends depuis ce matin un grand nombre de médiocres, de citoyens obtus, qui bien sûr s'estiment supérieurs à cette personnalité. C'est assez agaçant dans la vie de voir que des médiocres critiquent des gens qui leur sont supérieurs. Mais ça, c'est autre chose. François Bayrou, qu'on l'aime ou non, a décidé de ne pas participer au gouvernement. Il a refusé, moi je le crois, le poste de ministre des Armées. Il voulait l'éducation nationale avec un statut et une qualité qui lui revenaient selon lui. Et en réalité, j'ai bien saisi que si la ligne de l'éducation nationale était celle développée par Gabriel Attal durant 6 mois, il était évident que François Bayrou ne pourrait pas s'inscrire dans un tel registre. Et par ailleurs, il a indiqué clairement 2 motifs qui sont tout sauf dérisoires de désaccord, outre l'humiliation qui lui a été, selon lui, infligée, le fait qu'il y a un hiatus très grave entre la province et Paris. Et le second élément, c'est un grave désaccord sur le projet politique. On peut tout dire de lui, mais mon Dieu, à 72 ans, il est encore capable de refuser un poste de ministre, mais ça n'exclut pas qu'il revienne précisément en 2027 comme candidat. Françoise de Gaulle, Bayrou 2027, vous y croyez ? Il est en jambes. Bien sûr, il l'a, et c'est toute la stratégie, c'est ça. Ce qui s'est passé hier, c'est exactement ça. Il a lancé sa candidature pour 2027 et c'est franchement pas idiot. Vous savez, dans un pays qui se droitise avec un centriste progressiste qui s'appelait Emmanuel Macron, qui s'est tellement déporté vers la droite dure, etc. Une gauche qui rame, il faut quand même le dire. Une menace de Marine Le Pen qui va, qui est donnée gagnante à la présidentielle, quels que soient ses adversaires. Je peux vous dire que François Bayrou, il y a une chose qu'il sait faire, c'est de la politique. Il y a une deuxième chose qu'il sait faire, c'est sentir le pays. Moi, j'ai jamais eu ce mépris pour le Béarnais. Honnêtement, un type qui est capable d'avoir la vie qu'il a eue. Je vous rappelle, orphelin à 16 ans, obligé de bosser à la ferme parce que son père est mort écrasé par une charrette de foin, obligé de bosser à la ferme, agrégation de lettres, et en plus je surmonte mon bégaiement. Alors excusez-moi, mais je pense quand même que, qu'il vous insupporte ou pas, il y a un truc chez ce type qui est pas ordinaire, et donc dans ce mouvement où la gauche va être orpheline, où la droite et l'extrême droite vont se ressembler, 50 nuances de droite et d'extrême droite, et Bayrou, je pense qu'il va nous refaire le coup de 2007, voilà. Valeur refuge de tous les gens que Attal fait flipper, Édouard Philippe fait flipper,
flipper, Le Pen fait flipper, Mélenchon fait flipper. Le coup de 2007, il n'a pas passé le premier tour. Hein, non, mais il a fait un score, mais il était pas loin. Ce qui est intéressant, on l'a écrit nous ce matin dans l'édito de Presse Libre. Il y a un truc que dit Bayrou assez proche. Moi, j'ai pu l'approcher en étant président de l'élan béarnais pour la Cortèze, un grand club de basket. Oui, c'est la Cortèze. Il dit toujours c'est écrit. Et derrière le c'est écrit, c'est je serai président de la République. Oui, alors, rien n'est moins sûr, en tout cas depuis 2017 et depuis l'avènement d'Emmanuel Macron. Ce qui est certain, c'est que effectivement, le mauvais hasard des calendriers, la nomination de Gabriel Attal 3 semaines, un peu plus de 3 semaines avant son acquittement, là, le manque de considération pour les siens, enfin je rappelle qu'à part le ministre de l'Agriculture, ils sont aujourd'hui tous en attente ils sont sur la touche. Oui. Voilà. Et je pense que la plus difficile des équations politiques aujourd'hui pour François Bayrou au sein de la majorité, c'est l'influence des sarkozystes et de Nicolas Sarkozy lui-même. Gardez vos arguments puisqu'on en parlera bien sûr pour le grand débat du jour. Allez, tout de suite les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont appel Russie et PSG. Le parquet fait appel de la relaxe de François Bayrou dans l'affaire des assistants parlementaires européens du MoDem. Rebondissement judiciaire en pleine bourrasque politique. Après son coup de théâtre d'hier soir, ces mots très durs contre le gouvernement où il ne compte plus entrer. L'ONU demande à la Russie d'arrêter le transfert forcé d'enfants ukrainiens sur son sol. 20 000 enfants déjà déplacés selon Kiev. Et puis le PSG veut déménager. C'est fini, on veut bouger du Parc des Princes, déclare son président 2 jours après le refus par le Conseil de Paris de vendre l'enceinte sportive au club locataire. Les vraies voix Sud Radio. Après une épreuve de cette ampleur et de cette dimension, de cette longueur dans le temps, c'est pas la politique qui est le plus important. La politique, François Bayrou y était vite revenu tout de même avec les tractations sur le remaniement puis ce coup de théâtre. Hier soir, finalement, pas d'entrée au gouvernement. Le président du MoDem dénonce la dérive vers une technocratie gestionnaire, un gouvernement trop parisien, l'humiliation de son parti. D'aucuns diront qu'il n'a pas eu autant de postes qu'il en réclamait. Le maire de Pau avait vécu sa relaxe comme une porte grande ouverte vers un retour en force au gouvernement en attendant 2027. Alors l'appel du parquet contre cette relaxe signe le retour d'une entrave pour le Béarnais après 7 ans de procédure, lui qui la jouait lundi sur le mode Bayrou outragé, Bayrou martyrisé, mais Bayrou libéré. Moi, ce que je vois, c'est le gâchis. C'est ce que a coûté à un courant politique majeur et totalement désintéressé, engagé pour des idéaux, pas seulement pour des intérêts, mais pour des idéaux. Ce qu'a coûté cette affaire de manière dont on sait aujourd'hui totalement infondée. Pour rappel, lundi, ces partis l'UDF et le MoDem avaient été condamnés, tout comme plusieurs eurodéputés dans l'affaire des assistants rémunérés par le Parlement européen, mais travaillant en réalité pour le parti. Lui avait été relaxé au bénéfice du doute, les juges estimant ne pas avoir la preuve que le président du parti centriste connaissait le montage. Cécile, le parquet qui fait appel du jugement, c'est de la justice indépendante et ordinaire. C'est le contraire du refus d'appel contre Dupond-Moretti. Allez, de toute façon, on en reparlera dans notre grand débat du jour. Le deuxième mot, Félix, c'est l'ONU qui demande à la Russie d'arrêter le transfert forcé d'enfants ukrainiens. Le comité des droits de l'enfant des Nations Unies demande aussi au Kremlin de fournir des informations à propos de ceux qui ont déjà été transférés en Russie, de s'assurer qu'ils rentrent chez eux. L'Ukraine estime qu'au moins 20 000 enfants ukrainiens ont été envoyés de force en Russie depuis le début de la guerre en février 2022. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky estime même, je cite, qu'il s'agit clairement d'un génocide. Ce sont ses mots. La Russie, où le principal adversaire de Vladimir Poutine, en appelle à la justice. Boris Nadjezdine indique que la commission électorale russe vient de rejeter sa candidature à l'élection présidentielle prévue le mois prochain. La commission qui invalide 15% de ses parrainages citoyens nécessaires pour se présenter. Pour rappel, tous les opposants à Vladimir Poutine ont été écartés un à un de la course. Troisième mot, PSG. Le club de la capitale indique vouloir déménager du Parc des Princes. C'est trop facile de dire maintenant que le stade n'est plus à vendre, s'agace le président du PSG en marge du congrès de l'UEFA à Paris. Nasser Al-Khelaifi se confie à quelques journalistes au surlendemain du refus par le Conseil de Paris de vendre l'enceinte. On sait ce qu'on veut, on a gâché des années à vouloir acheter le parc, c'est fini, on veut bouger, annonce du dirigeant qatari. Après un an de bras de fer, le club voulant racheter ce Parc des Princes dont il n'est que locataire dans le but de l'agrandir. Le mois dernier encore sur
sur Sud Radio. Le premier adjoint à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire, appelait pourtant la direction du club à la reprise du dialogue, tout en excluant cette idée de vendre l'enceinte sportive. Une décision comme celle-ci, elle nous engagerait pour l'éternité par définition. Nous souhaitons que le PSG reste au Parc des Princes et que le Parc des Princes reste un stade de foot, un bien commun des Parisiens. L'actionnaire trouvera les moyens de rentabiliser les investissements qu'il fera. On a plein de propositions à faire, je le redis, plein de propositions innovantes, mais il faut que nous puissions en discuter rapidement et le faire sereinement et pas par médias interposés. Le premier adjoint de la capitale avec Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio, par médias interposés, c'est pourtant un peu ce qui s'est passé encore aujourd'hui avec le président du PSG qui annonce donc à des journalistes vouloir partir de ce stade de la Porte de Saint-Cloud. Reste à voir s'il envisage de racheter et de modifier un autre stade existant ou bien s'il veut en construire un nouveau en région parisienne. Il paraît que l'immobilier est un peu cher. Oui, allez, affaire à suivre. Merci beaucoup Félix Mathieu, vous restez avec nous. On vous retrouvera tout à l'heure après 18h et dans un instant, en excluant de revenir au gouvernement, François Bayrou, président du MoDem, provoque l'agitation et dénonce une démarche d'humiliation, Philippe. Alors parlons vrai. Est-ce que vous avez été surpris par les propos d'hier soir de François Bayrou, qui a priori quand même rame quand même en sens inverse pour faire marche arrière toute et peut-être essayer de se faire pardonner par ses troupes? Est-ce que, vu la bronca dans son parti, sa carrière est terminée? Est-ce que la majorité est fragilisée? Bayrou, est-ce un caprice ou un désaccord sur le fond? Vous dites que c'est un caprice à 71%. Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et c'est un ancien proche de François Bayrou qui a quitté le MoDem il y a quelques années pour créer son propre parti. Résistons, Jean Lassalle est avec nous. Bonsoir Jean Lassalle. Bonsoir. Bonsoir. Jean Lassalle, attention, vous avez 20 secondes. Est-ce que finalement, avec François Bayrou et le gouvernement, on marche sur la tête? D'abord, je suis content que François Bayrou soit sorti de cette période terrible. Deuxièmement, et le MoDem. Deuxièmement, je pense qu'il y a quand même de la part de François un petit peu d'exagération. Oui. C'est bon, on arrête là. Oui. On fait une petite pause. On part en pub. On revient dans un instant. À tout de suite. 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les Vraies Voix, comme tous les jours, vous savez que c'est un lieu d'opinion, de parole, de débat, d'échange. Et c'est ça pour ça que vous êtes les bienvenus. Avec Philippe Bilger, comme tous les jours, Françoise Degois et Sébastien Ménard, entrepreneurs dans la food tech et président du comité exécutif de Presse Libre. Ça y est, je le connais par cœur, ce titre. Bravo. Qui dure des heures. Et vous, au 0826 300 300, et tout de suite le grand débat du jour. Les Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. François Bayrou n'entre pas au gouvernement. En fait, il n'était pas d'accord avec l'orientation politique du gouvernement. Mon soutien ne se marchande pas, à condition que soit entendue l'inquiétude qu'un très grand nombre de Français ressentent. Ce qu'il va faire, c'est qu'il prend ses distances, juste un peu, pas trop, en disant ce matin qu'effectivement il est toujours la majorité. Visiblement, le courant ne passe pas avec Gabriel Attal. Il avait été très dur sur la nomination déjà de Gabriel Attal. Tout ça pour ça donc. Et donc François Bayrou, vous l'avez entendu, a provoqué une crise dans la majorité en refusant d'intégrer le gouvernement, citant un désaccord, une tendance à la technocratie, un excès de centralisation parisienne. Il aurait aussi vu ses demandes de poste partiellement ignorées et parlé d'humiliation par le pouvoir exécutif devant son parti. Alors parlons vrai, est-ce que vous avez été surpris par les propos de François Bayrou hier soir et de son quand même recul depuis le début de la matinée? Est-ce que pour vous la majorité est fragilisée alors que, rappelons-le, elle est déjà toute relative? Est-ce qu'on est dans une crise politique? Bayrou, est-ce un caprice ou un désaccord sur le fond? Eh bien, vous dites que c'est à 70% un caprice, et évidemment, c'est mathématique. À 30%, un désaccord sur le fond. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Qu'est-ce que vous êtes fort, Philippe David? En maths exceptionnel. Oh, c'est dingue, c'est bien. Allez, avec nous, Jean Lassalle, ancien député des Pyrénées-Atlantiques et ancien candidat à la présidentielle. Bonsoir, Jean Lassalle. Merci d'être avec nous. Philippe, sur cette question, nos auditeurs parlent d'un caprice. Est-ce que vous êtes... Ah non, je suis pas de cet avis, mais il faut toujours qu'il y ait un minoritaire. Au fond, d'abord, je considère que le parquet a bien fait de relever appel de la décision. Premier point. Deuxième point, encore une fois, dire que François Bayrou a fait un caprice, c'est sous-estimer cette personnalité singulière, parfois exaspérante, mais qui ne marchande pas
pas, même si on peut rire de cette phrase. Troisième élément, bien sûr qu'il fragilise le gouvernement, et d'ailleurs celui-ci l'a bien compris, puisqu'en gros il a reproché à François Bayrou de donner une argumentation au Rassemblement national. Donc ça n'est pas rien que de voir un homme comme lui, qui est physiquement, intellectuellement, politiquement aux antipodes du registre de Gabriel Attal, partir du gouvernement en claquant d'une certaine manière la porte. Françoise Degois. Oui, écoutez, François Bayrou, d'abord, s'il n'était pas là, Emmanuel Macron ne serait pas là. Donc c'est le dernier rescapé de tous les gens qui ont fait Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il a été fait par lui-même, mais sans Gérard Collomb, sans Nicolas Hulot, sans François Bayrou, il n'y a pas, et Richard Ferrand qui a ramené les socialistes, il n'y a pas de Emmanuel Macron, ça n'existe même pas. Sans l'effacement de François Bayrou. L'effacement, bien sûr. Deuxième point, François Bayrou, bien sûr qu'il y a une part de maquignonnage qui est évidente, mais il dit des choses et surtout il sent le pays. Il sent qu'on va à la catastrophe, il voit les sondages qui arrivent, il voit que rien ne sert à rien. Moi, contrairement à ce que la plupart des gens pensent, et je suis minoritaire, je pense que 2027 ne sera pas la fête des jeunes. Je pense que ce ne sera pas le jeunisme au-dessus de tout, pas du tout, parce que je pense que les Français en sortiront. En plus, ils sortiront de 3 ans ou 2 ans de Gabriel Attal à Matignon. Je crois qu'il a une carte à jouer, il le sait très bien. Il a une carte à jouer au vrai centre, puisque de toute façon Macron s'est complètement déporté sur la droite et que tout le monde suit le petit train de l'extrême droite. Et je crois, moi, au contraire, que c'est extrêmement habile et rusé. Après, les macronistes peuvent... c'est normal, c'est leur jeu, ils se sont fait rouler dans la farine. Chacun a voulu rouler l'autre. Résultat des courses, Macron est encore plus faible à la sortie de la séquence qu'à l'entrée. Et attention, hein, parce que Gabriel Attal, il est sous le fusil, sous l'escopette de François Bayrou. C'est-à-dire que si un jour François Bayrou décide de voter une motion de censure, c'est terminé pour le gouvernement Attal. Allez. Sébastien Ménard. Toujours très difficile de passer après Françoise Degois quand elle dézingue la Macronie, le président, le Premier ministre et l'ensemble de celles et ceux qui en tout cas essayent de faire de leur mieux pour que les choses avancent. Il n'en demeure pas moins que tu es d'accord avec moi. Absolument pas, François, je ne suis absolument pas d'accord avec vous. Oh, menteur. Mais moi, je ne suis là où je suis d'accord avec Philippe Bilger, ce n'est pas un capricieux. François Bayrou. Certains lui reprochent d'être un vaniteux, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Voilà, parce que c'est le seul d'ailleurs à avoir ce défaut. Il se sent habité par une espèce de destin messianique, c'est-à-dire le destin de l'élu. Je rappelle pour celles et ceux qui aiment la politique, en 2001, il y avait eu une espèce de fusion de grands rassemblements de tous les mouvements de droite, démocratie libérale, l'UDF, le RPR, et le seul qui avait refusé quelque part l'appel à l'union organisé pour porter la candidature du président Chirac, qui s'est fait huer à Toulouse. Mais il y a été. Il est allé sur scène. Il est allé sur scène, et le Bayrou de 2022 est le même Bayrou que de 2007, le même Bayrou que 2012 et le même Bayrou qu'on a vu hier soir. Le même. C'est-à-dire le Béarnais, bourru, têtu, sûr de son fait. Alors que représente-t-il ? Parce qu'à la limite, on peut se dire, il a tout à fait le droit d'être ce qu'il est. Il représente effectivement le centrisme. Voilà. Le centrisme pur jus. Il y a un centrisme, je dirais, de circonstance. J'en suis. Moi, j'étais plutôt de droite. Voilà, on a fait l'union quelque part Macron au centre, aussi autour d'Emmanuel Macron. Oui, donc on peut nous traiter d'opportunistes. On peut dire que finalement notre mobilisation un petit peu en diagonale, voilà, de la droite de la gauche à la gauche de la droite. Bayrou, quelque part, a subi ça en 2017. Il l'a subi. Il aurait pu jouer une partie beaucoup plus importante. Il a été effectivement mis de côté pour les raisons judiciaires que nous connaissons. Et évidemment, il est aujourd'hui dans une situation politique où il se dit comment rebondir, comment exister. Il souhaitait vraisemblablement être ministre de l'Éducation nationale, vice-premier ministre. Ça lui a été refusé. Jean Lassalle, vous qui êtes Béarnais, mais pas bourru, parce que je reprends les propos de notre ami Sébastien Ménard. Comment vous analysez, vous qui êtes qui avez été maire de Lourdes-Sichères, un petit village dans le Béarn, justement, cette phrase de François Bayrou qui dit quelque part, moi je suis la province contre Paris? Alors, d'abord, je le disais, je suis très heureux que François Bayrou soit sorti de ce cauchemar. Deuxièmement, je crois que François Bayrou, il faut qu'il redevienne, qu'il joue juste. Parce que mettre autant de temps
à se rendre compte que Macron a un peu coupé la France, ça c'est pas du François Bayrou. Moi, je l'avais vu bien avant, ce qui fait que je n'ai jamais suivi Macron. J'avais vu que les intérêts qui portaient au pouvoir cet homme, tout jeune, que je connaissais très bien, il s'était beaucoup intéressé à mon Tour de France. Je croyais que c'était un stagiaire de l'ENA à l'Élysée. Il m'avait dit non, je suis secrétaire général adjoint quand j'avais été voir François Hollande. Et j'avais vu que ce garçon, ma foi, et il l'a montré, avait une volonté de pouvoir absolu. Et François Bayrou n'a pas vu cela. Non. Il s'est rallié à lui. Et on a bien vu que Emmanuel Macron a éliminé ses copains, dont tous les autres, et maintenant un petit peu François Bayrou, qu'il essaye d'amenuiser. Et je crois que faut pas attendre aujourd'hui pour voir que la France, Macron a coupé la France entre Paris et la province, mais en plusieurs morceaux. Jean Lassalle, oui, allez-y, Cécile. Non, mais Jean Lassalle, est-ce que l'ambition de ce que dit tout le monde, hein, de François Bayrou, c'est 2027 ? Mais certainement, parce que, qu'est-ce que vous voulez, tous ceux qui ont connu ce virus, il ne passe jamais. Bien vu Mitterrand combien de fois, Chirac combien de fois. 3 fois, chacun. 3 fois. Voilà. Bon, je pense que oui. Oui. Le problème est de savoir s'il sera le mieux placé après avoir soutenu si longtemps Macron dans son action. On va faire réagir, Jean Lassalle. Quelques mois auparavant, de dire je suis plus d'accord. Je ne suis pas certain que ce soit ce que pendant les Français. Mais je vous remercie et je vous dis bonsoir parce que je suis obligé de partir. Allez, merci beaucoup Jean Lassalle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais me répondre à moi-même. En fait, je voulais demander à Jean Lassalle s'il pensait que la fronde apparente du MoDem allait durer contre François Bayrou, ou si tout ça n'était pas un peu du vent, et qu'en réalité on allait suivre François Bayrou. Allez-y. Moi je vais répondre, je pense que le boss c'est François Bayrou. Bien sûr qu'il y a quelques petits remous, on parle de Jean-Louis Bourlange, mais je rappelle que Jean-Louis Bourlange a toujours eu sa petite musique, il a toujours fait entendre sa voix. Jean-Louis Bourlange, il rêve d'être ministre des Affaires européennes, si je ne m'abuse. C'est son désir de rentrer au gouvernement, il n'a jamais caché sa fascination pour Emmanuel Macron, mais même avant tout ça, Jean-Louis Bourlange a toujours joué sa musique, et tant mieux, c'est une personnalité intelligente qui est agréable à écouter. Après, le boss, c'est celui qui tire toutes les ficelles, c'est pas la peine de croire ce que racontent les macronistes depuis ce matin. En gros, le MoDem va exploser, ça n'est pas vrai. Qui est assis sur le tas d'or? Qui est assis sur le siège au sens premier du terme, qui vaut une fortune, le siège du MoDem? Qui est assis sur les investitures, sur le réseau? C'est François Bayrou. Et donc, ça me paraît très difficile d'avoir une fronde au sein même du MoDem. Et d'autant qu'on a bien vu que toutes les initiatives alternatives à gauche ou à droite du MoDem, type le Nouveau Centre, etc., ont été définitivement atomisées. Donc aujourd'hui, il y a finalement l'épicentre du centrisme en France, c'est le MoDem, c'est François Bayrou, voilà, très clairement. Il a toujours, quelque part, joué de sa petite musique. Il est évident que, je dirais, la doctrine politique de François Bayrou n'a rien à voir avec celle de Gérald Darmanin, par exemple. Voilà. Et en même temps, pour répondre à Jean Lassalle, qui nous a quittés, il n'y a pas de honte, quand on est François Bayrou, à avoir contribué à l'élection d'Emmanuel Macron. Il n'y a pas de honte à avoir contribué à sa réélection. Je veux dire, aujourd'hui, le dénominateur commun, quelque part, allez, on va pousser l'analyse politique jusqu'au bout, le moins pire pour un François Bayrou, c'était quand même Emmanuel Macron, et ça demeure Emmanuel Macron. Donc qu'il soit aujourd'hui, quelque part, allez, sur conjoncturellement, momentanément, en situation de dire, je ne suis pas d'accord, nous ne prenons pas la bonne direction, et c'est la raison pour laquelle on reste dans cette majorité, mais on souhaite réorienter au meilleur de nos intérêts communs et au meilleur des intérêts de la France. Là, pour le coup, je ne suis pas bayrouiste, mais je défends François Bayrou. Oui, mais je rebondis sur ce que vous dites. Moi, j'ai regardé ce qu'il avait dit hier et ce qu'il dit aujourd'hui. Quand il dit « je ne comprends pas où va ce gouvernement », ça fait quand même 7 ans qu'il l'assume. Mais c'est normal qu'il se ravise. C'est normal qu'il se ravise un petit peu. Il a été quelque part politiquement extrêmement violent. Moi, pour moduler
bousculer un petit peu le propos. Oui, parce qu'entre hier et aujourd'hui, c'est pas trop la même personne. Je vais monitorer, pardonnez-moi Françoise, votre propos. C'est que le patron, c'est Emmanuel Macron. Enfin, faut quand même juste se rappeler un truc. En 5e République, en 2024, aujourd'hui, le patron politique, c'est Emmanuel Macron. Voilà. Il a choisi Gabriel Attal, il a choisi un certain nombre de ministres. Il y a de la place pour un certain nombre de copains du MoDem, et il y aura probablement dans les heures qui viennent un certain nombre de non, mais c'est pas ça que je dis, c'est le raviser en fait. Il est obligé d'édulcorer un peu son propos. Évidemment. Bah oui, mais c'est pas très malin. Je vais répondre. D'abord, François Bayrou, il n'a pas été aux affaires pendant 7 ans. Donc dire l'argument qui consiste à dire ça fait 7 ans qu'il est dans ce gouvernement, mais c'est pas le vôtre. Hein, je lisais ça ce matin. Non, il n'y est pas. Ça fait pas 7 ans qu'il est dans ce gouvernement. Il a en été tout cas, écarté. il le soutient, Françoise. Mais il le soutient avec son évidemment, mais il ne peut pas être comptable des actions de ce gouvernement dans la mesure où il n'y était pas. Je crois que ça a duré 15 jours. Enfin, il est membre de la majorité. Il est convoqué. Il est convoqué aux réunions de majorité toutes les semaines. Je vais terminer mon propos. Je vais dire par là que tout le monde compare ce qu'il a fait avec Gérard Collomb qui est rentré à Lyon. Moi, je pense que c'est pas du tout de cette nature. Je pense que ça ressemble plutôt à Chirac qui quitte Giscard. Je pense que, et en plus de ça... Une différence, c'est qu'après Chirac a tout fait pour tuer Giscard. Lui, il peut plus tuer Macron, qui peut pas se représenter. La réalité, c'est pas ça le sujet. On parle de quel est le niveau de rupture. Le niveau de rupture, c'est le lancement de la campagne de François Bayrou de 2027. C'est pas la peine d'aller chercher midi à 14h. Ils iront avec Emmanuel Macron, ils iront suffisamment tôt pour pouvoir poser des actes, y compris... Oui, mais ils iront pas formellement. Mais si, mais bien sûr que si. Ils iront formellement dans la mesure où il dit je vais regarder au cas par cas les textes de loi. Vous allez voir sur la fin de vie. Je me demande si vous n'exagérez pas un petit peu la portée de la rupture. Je veux dire, je sens une dissidence, une opposition, une lucidité qui s'éveille, mais je ne sens pas une rupture. Moi, je pense qu'on est quand même... Bayrou, il n'a pas l'âge de Chirac quand il a rompu avec Giscard, il a 73 ans. Moi, je sens en tout cas une détermination absolue à être celui qui sera sur la photo finish en 2027. On va demander à nos auditeurs départ Montpellier, et puis Gérald est avec nous. Gérald, vous voulez réagir? Oui, bonjour. Donc du coup, concernant Bayrou, il faut pas oublier qu'il a eu 7 ans d'éligibilité, et donc du coup, derrière, Macron aurait pu quand même lui proposer quelque chose. Mais il l'a fait. Il l'a fait en le mettant au commissaire au plan. Alors bon, il n'était pas inéligible. Il n'était pas inéligible. Non, il n'est pas inéligible du tout. Non, mais ce qu'il dit, c'est qu'il était hors jeu à cause de sa prise d'examen. Les mots sont importants. Il est resté maire de Pau, il est président d'une des plus grandes communautés d'agglomération de France. Non, il n'est pas inéligible. D'accord, bon, et quand même Macron, donc là, autant pour moi, mais Macron l'a mis quand même au commissaire au plan. Il faut savoir que derrière, il y a un petit salaire qui tombe et qui est quand même pas mal. Après, moi, je pense que sincèrement tout ça n'est que cinéma ou quoi que ce soit. Ils se sont pas entendus, point barre. Il lui a donné ce qu'il fallait. Il restera avec lui pendant 3 ans. Moi, ce qui me chagrine, c'est qu'on pense déjà au présidentiel et on met vraiment une insulte en fait à tous les électeurs et à tous les Français qui sont dans l'attente finalement de ce qui va se passer dans 3 ans. N'oublions pas que peut-être. Macron risquerait de se représenter. Oui, je sais, c'est pas possible, etc. Je vous parie une chose, vraiment, qui fera tout pour se représenter. Autant il modifiera la Constitution, il y a quelque chose qui va se passer, je n'y crois pas une seule seconde. Écoutez, on gardera cette bande. Non, mais j'entends ce que Gérald dit, parce que ma tendance, c'est exactement comme Gérald, connaissant l'animal Macron, au sens le plus noble du terme, et puis à l'autre si vous voulez, mais en tout cas le connaissant... Il a dû regarder. Non, mais il a regardé dans tous les coins, dans tous les détails. C'est constitutionnellement infaisable aujourd'hui. Non, ça dépend. Mais c'est infaisable. Il faudrait qu'il y ait 2/3 des parlementaires qui soient pour. Ce qui est évidemment pas possible. Non, mais il peut... 2/3 des parlementaires, sénateurs ou députés. C'est pas possible. 20 secondes, allez. Il peut très bien démissionner, par exemple, et se faire réélire dans la foulée, et hop, il en reprend pas pour la fin de la durée du mandat, il en reprend pour 5 ans. Donc, il y a des possibilités, je suis d'accord avec Gérald. Je suis d'accord avec vous qui va chercher jusqu'au bout. Mais bon, ça me paraît tout à fait peu probable. Mais je suis pas d'accord avec vous. Je pense que, contrairement à ce que vous dites, les Français adorent la politique et ils pensent déjà à 2027. Bon, Gérald, vous restez avec nous. On fait une petite pause, puisque dans un instant, vous allez pouvoir être face à nos éditorialistes aujourd'hui dans le quiz de l'actu. Donc, vous avez 2 secondes à peu près pour regarder tous les journées de France. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Oh là là,
Ok, génial. Coral, attention, là il y a ambiance. Ah bah il est fort. Non, mais alors, Benoît, il s'adapte à toutes les situations. Notre réalisateur qu'on adore. Non mais Benoît, Avec, tu peux pas en plus nous encourager dans la connerie, quoi. Parce que là, avec ça en générique, alors imagine ce que ça va donner. Alors, Philippe Bilger, Françoise Degois, Sébastien Ménard pour le quiz de l'actu avec Gérald de Montpellier. Gérald, ça va? Ça va, Gérald? Oui. Vous êtes en forme? Je déclare ouvert le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Alors écoutez bien Gérald, puisque vous répondez en premier, et si vous n'avez pas élaboré, si vous savez pas, vous dites je sais pas, comme ça les furies vont pouvoir reprendre. Se déchaîner. Allez, c'est une question qui c'est qui l'a dit à un point. Mon soutien ne se marchande pas à condition que l'inquiétude des Français soit entendue. C'est facile. Oh putain, c'était à droite. Mais non, mais on l'a dit. oui. Non, c'est à droite. C'était Bayrou. On peut pas Un point collégial. Si, c'est Bayrou. Si, c'est Ouais, Bayrou. oui, c'est Bayrou, mais Françoise Degois, elle respecte pas les règles du Mais jeu. ça va, il le savait pas. Attention, Gérald. Question, s'il vous plaît, question à 2 points. 2 points. Qui c'est qui l'a dit? La majorité va bientôt être amputée du modem et est en échec sur toutes les politiques qu'elle a menées. Attention. Aucune idée. Gérald. Manuel Bompard. Non. Marine Le Pen. Non. Sébastien Chenu. Bonne réponse. Sébastien Chenu. C'est un Sébastien qui cite J'ai Sébastien. compris sa tactique. C'est quoi Ben, il laisse les erreurs et coup de bol à chaque fois. Ah, la mauvaise foi, non. C'est énorme. C'est comme ça, mais c'est une tactique très efficace. Allez, question suivante. Allez, question de 3 points. Qui c'est qui l'a dit sur le refus de Bayrou d'entrer au gouvernement? Ça traduit que ce gouvernement est parti très loin à droite. Gérald. Je sais pas. Il était à la mairie de Paris, il est parti sénateur. Mais ce matin, c'était celui de votre invité de ce matin. Ah non. Non. Si. Non. Ah, Non. Il était à la mairie de Paris. Il était à la mairie de Paris. Yann Brossard. Bonne réponse de Françoise Degois. Yann Brossard, sénateur communiste. Du mal à monter au cerveau. Qui c'est qui l'a dit? Attention. Question, qui c'est qui l'a dit à 3 points sur le refus de Bayrou d'entrer au gouvernement? C'est la fin du quinquennat de Macron. Gérald. Je sais à droite, encore une fois, je dirais, putain, il me semblait l'avoir entendu ce matin, c'est dingue. On l'a dit en même temps tous les deux. Moi je mets 3-3, c'est mais bien. si, on l'a dit en même temps. Mais quel Non, mais c'est pas ça, c'est que Philippe a dit Ciotti quand il fallait dire Retailleau. Ah oui, mais toi, de toute façon, c'est ton chouchou. C'est ton chouchou. Vous avez oublié Marlex. Ah oui. Attention, il y a Marlex qui arrive. Attention les amis, c'est une question à 3 points là. Concentrez-vous s'il vous plaît. Qui c'est qui l'a dit? Je considère que ce deuxième quinquennat n'a pas toujours de sens. N'a toujours pas de sens. Oh non, mais vous pouvez pas savoir, c'est pas possible. Gérald. Aucune idée. Manuel Valls. Bonne réponse, Manuel Valls. Mais c'est pas possible. J'étais en train de le chercher, je l'ai vu passer sur Twitter ce en matin. même temps que Retailleau et tout, je sais pas comment vous faites. On est à Qui c'est qui l'a dit? C'est encore une question On est à à 3 combien? Attends, on est à combien là? Il y a 9 pour Sébastien Ménard, 7 pour vous, 1 pour Philippe et Gérald et Fanny. Et Gérald. Question à 3 points. C'est très nul. Qui c'est qui l'a dit sur la position de Bayrou? C'est politiquement inepte et moralement dégradant. Allez. Gérald. Je dirais, j'en sais rien. Françoise Degois. Ah non, c'est Jean-Louis Mélenchon. Non. Bourlange. Bonne réponse, Jean-Louis Bourlange. 3 points pour Philippe Bilger. 3 points. Je peux trouver Jean-Louis Bourlange. Mais parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Parce qu'on en a parlé. Voilà. Puis on lit le Jean-Louis Bourlange tous les soirs. Allez, là, on va sortir du registre politique, les vrais voix. Si c'est de la culture. Vous savez quoi? Je vais la mettre à 5 points cette question-là, parce que là, Philippe, je sais pas où vous avez trouvé ça. Ah bah non, mais alors, je fais des recherches. Vous voyez, quand je fais le qui c'est qui l'a dit. 5 points sur l'inflation. Non, bon, on s'en fout. Écoutez bien, faire des chansons, ça permet d'identifier ces démons et de les expulser. C'est un chanteur très connu. Barbelivien. Michel Sardou. Non. Daniel Guichard. Non. Michel Sardou. Étienne Dao. Bonne réponse de Sébastien Ménard. Non, ça c'est pas vrai. Non, mais ça c'est pas possible. Non, c'est impossible, Sébastien. Donc tu as triché. C'est impossible. Non, il triche, je te jure. Il a regardé. Mais non, mais il peut pas dire c'est à travers. Sébastien, je peux pas aller voir. Qui c'est qui? Impossible que tu Qui l'a dit? J'arrête de jouer. Non, parce qu'il y a un. Qui c'est qui l'a dit à 3 points? Qui c'est qui l'a dit à 3 points sur l'inflation? S'il vous plaît, Françoise. Sur l'inflation. Vous voulez quoi? En ce moment, je suis un peu parano. Vous voulez que
ça baisse ou vous voulez que ça monte pour les agriculteurs? Gérald? Soit Bruno Le Maire ou Fresno. Non, c'est un chef d'entreprise. Chef d'entreprise. Arnaud Rousseau. Michel-Édouard Leclerc, Philippe Bilger. Qui a gagné, Philippe? Écoutez, 12 points pour Sébastien Ménard. C'est pas possible. Si 13 années dernière, 7 points pour Françoise Devois, Philippe Bilger. Tu ne peux pas l'avoir trouvé, c'est impossible. Il n'est pas dans l'actu. Et les amis, un petit message d'Olivier d'Artigol qui crie Obispo et derrière Oh merde. Et est-ce qu'on peut saluer D'Artigol? Oui, on l'aurait trouvé D'Artigol, je suis sûr. Non, il n'aurait pas trouvé Étienne Dao, c'est introuvable. C'est juste ça, c'est la question. Vous retournez en week-end à Rome. Allez. Ah, oui, Les amis, dans 10 minutes, le tour de table de l'actu des vraies voix. Reprenons le cours de cette émission tranquillement avec Philippe Bilger. Étrange procureur de Limoges. Un étrange procureur de Limoges. Et on n'a pas fini, Françoise de Gaulle. Vous faites quoi là? Vous allez où? Mon tour de table de l'actualité va concerner un témoignage bouleversant. Judith Godrèche ce matin sur France Inter. Avec vous, c'est Sébastien Ménard. Le mérite. Le mérite. Vous avez 3 heures. Allez, tout de suite, on fait une petite pause. On revient dans un instant. Les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Avec Françoise Degoin, avec Sébastien Ménard, avec Philippe Bilger, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Félix Mathieu, vous nous emmenez où tout à l'heure? On va vous donne partir la parole. à l'Assemblée nationale qui a voté hier soir un délai de prescription allongé pour injures et diffamation envers les élus. Vote qui suscite une levée de boucliers, des craintes chez les défenseurs de la liberté d'expression ou chez les syndicats de journalistes. Le choc de simplification de François Hollande, vous vous en souvenez, il m'est revenu en mémoire en voyant un reportage de TF1 sur les formations électriques des employés municipaux que nous allons vous expliquer avec Cécile. Oui. C'est tellement complexe qu'on va le faire à deux, alors que j'ai travaillé 20 ans dans l'éclairage avant d'être sur Sud Radio. Voici une douille E14. Voici une lampe E14. J'utilise le terme professionnel, ceci est une lampe, pas une ampoule. Pour faire ceci, mettre la lampe dans la douille... Ça, c'est votre propos. Pour avoir le droit de faire ce geste dans une mairie, il faut une formation de 3 jours. Voici une douille E27, E comme Edison, c'est le grand modèle, comme les suspensions dans votre cuisine, par exemple, dans votre salon. Ça, c'était pour les lampes de bureau, par exemple. Et voici une lampe E27. Alors, pour changer ce type de lampe, il ne faut plus une formation de 3 jours, mais une certification de 3 jours une certification de 3 jours à renouveler tous les 3 ans. Pourquoi? Parce que le geste est beaucoup plus technique. Regardez. Je mets la lampe dans la douille et je referme. Alors on va reprendre au départ. Cécile, essayez. Bon, pourtant vous êtes blonde, hein. Alors on va voir ce que ça donne. Voilà une douille 14, une lampe 14. Ce qui est pas évident. Hein. C'était pas. C'est l'autre c'est une blonde. Et c'est une fille en plus. Voilà. Alors je tourne. Et bien ça pour ça il faut une formation de 3 jours. Je tourne. Et je peux plus tourner, j'ai verrouillé. Voilà, alors là vous pouvez le poser, vous avez votre formation. Voilà votre certification qui sera repassée dans 3 ans. Donc je pourrais donc changer les ampoules à Sud Radio. Je tourne et j'ai verrouillé la deuxième. Chose à renouveler tous les 3 ans, c'est exceptionnel. Bravo Cécile, on n'essaye pas avec Françoise Degois, sinon à la fin de la saison on n'y arrivera pas. Alors il faut une certification pour ça, mais aussi pour, accrochez-vous bien, brancher et débrancher un appareil comme un lave-linge. Voilà une prise multiple, une tétraplite en termes techniques. Je prends le fil, c'est un fil avec câble de terre, classe 1, je le rentre dedans. Et pour ça, il faut également une certification parce que c'est hautement technique. Alors comme le dit Emmanuel Frot dans ce reportage, le maire de Livres-sur-Changeau en Ille-et-Vilaine, c'est de la procédure, c'est du temps d'agence, c'est des coûts supplémentaires pour la commune. La semaine dernière, les agriculteurs se plaignaient à juste titre des normes. En prenant cet exemple, on peut dire que nos technocrates n'ont pas tous la lumière à tous les étages. Ils ont dû considérer que les gens étaient aussi nuls que moi dans le domaine. Non mais sans déconner. Non mais c'est dingue. Non mais Françoise, 3 jours pour ça. Je crois que c'est pas que pour ça. Je pense qu'on peut traiter l'information sans faire de la caricature. Je ne peux pas imaginer que quelqu'un... Mais un employé municipal témoigne. Non, mais la réalité, c'est aussi que c'est des gens qui ont des responsabilités. Ça veut dire que si vous avez un court-circuit, c'est la responsabilité de la mairie. Je pense qu'il n'y a pas que le geste, parce que franchement, arrêtez de prendre les... Non, mais les employés municipaux le disent. Non, mais il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. J'imagine que dans ces 3 jours de certification,
l'électrification, il n'y a pas que les ampoules. Mais déjà, il n'y a pas à former là-dessus. Non, mais Philippe, mais vous en savez rien. Vous avez une responsabilité par rapport à ça. Si vous êtes un employé Sébastien Ménard, municipal, qui est élu municipal. Vous avez le maire a une responsabilité. Si t'as un employé qui se prend une bouille. Françoise de Gaulle défend parfaitement bien le bilan de François Hollande. Non, bravo. C'est un peu exagéré quand même, les amis. Non, mais c'est vous qui exagérez. C'est probablement un peu exagéré de la part de Philippe David. Il n'en demeure pas moins que vous avez, quand vous êtes évidemment aux affaires et notamment que vous gérez une ville, vous vous rendez compte que vous passez plus de temps quelque part à faire extrêmement attention à toutes les subtilités pénales qui planent sur vos responsabilités, plutôt que de rendre service à nos concitoyens. C'est surtout ça le sujet. Le 3 jours pour autoriser quelqu'un à enlever une ampoule, c'est peut-être un peu exagéré. Moi, je pense que ne soyons pas non plus binaires. Je pense que vous êtes. Je pense que vous exagérez. Les blagues auxquelles on a échappé sur un certain terme. On vous tiendra au courant. Je craignais que vous les fassiez. On vous tiendra au courant, il a dit. Allez, merci beaucoup, Philippe David. C'est bien. Allez, Félix Mathieu, vous avez la parole. Direction l'Assemblée nationale, avec la liberté d'expression en danger, selon plusieurs avocats, associations de défense des libertés ou syndicats de journalistes. Ils voient rouge à cause d'une modification de la loi de 1881 sur le droit de la presse, modification adoptée par le Sénat puis l'Assemblée nationale, donc hier soir, en marge d'un projet de loi pour mieux protéger les élus locaux. Alors on comprend l'intention de protéger les maires exposés aux violences, par exemple, sauf que le texte prévoit notamment que désormais, quand on publie quelque chose sur un élu ou sur un candidat à un mandat, bref, sur un homme ou une femme politique, le délai de prescription pour une procédure en diffamation ou en injure publique passerait à 1 an et non plus seulement 3 mois quand c'est un homme politique. Bonsoir, maître William Bourdon. Bonsoir. Avocat au barreau de Paris, merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Les élus modifient la loi sur la presse rien que pour eux, se réservant un délai de prescription privilégié d'1 an. C'est la réaction du fondateur de Mediapart, Edoui Plenel. Est-ce que vous y voyez, vous aussi, une épée de Damoclès au-dessus de l'information ? Évidemment, oui. Alors d'abord que les élus soient préoccupés de renforcer leur protection physique face à la multiplication des agressions, ça tout le monde est d'accord. Mais ce qui est insupportable, c'est le fait de s'en saisir pour en catimini, poursuivre un travail déjà amorcé depuis plusieurs années de démantèlement de la loi de 1881 et inclure un amendement et on peut se demander si les parlementaires sont déconnectés du réel, mais à un point absolument hallucinant, pour introduire une disposition qui nécessairement est perçue par les citoyens comme introduisant une justice à 2 vitesses, un régime de faveur pour les élus, et puis les citoyens. Une prescription d'1 an pour ceux qui devraient en permanence faire la preuve de leur exemplarité, ceux-là même d'ailleurs qui sont parfois questionnés par vous, des journalistes, interrogés sur des manquements à l'intégrité ou à la probité. Et donc, eux, ils auraient 1 an de réflexion pour pouvoir réagir, et les citoyens seraient dans la contrainte des 3 mois. C'est évidemment la contrainte de 3 mois qui doit s'appliquer à tout le monde. Maître Bourdon, que je connais bien par ailleurs. Philippe Bilger. En fait, la loi de 81 a été changée à de multiples reprises, mais là, vous avez totalement raison de protester. C'est un point substantiel de la loi de 1881. La prescription, on ne la change pas pour les besoins d'une catégorie. Sauf que, pardonnez-moi, c'est l'élu local qui va vous répondre, sauf que l'accélération aujourd'hui de la grande lessive médiatique à l'heure des réseaux sociaux n'a rien à voir avec, je dirais, la philosophie de la loi de 1881. La temporalité n'est plus la même, les enjeux sociaux, médiatiques, familiaux ne sont plus les mêmes, et aujourd'hui, vous avez la plupart du temps un certain nombre d'élus qui se font bastonner, lessiver, nettoyer socialement, voilà, alors qu'ils n'ont rien fait. Les besoins de protection de la liberté sont rigoureusement les mêmes. Oui, mais sauf que l'impact aujourd'hui des on n'a pas le temps, Sébastien, parce que là on est très en retard, mais il faut qu'on laisse finir. Allez-y. William Bourdon. Oui, non, attendez, ce que vous dites n'est pas, c'est juste un prétexte, un habillage. Absolument pas. Non, mais bien sûr que oui. Vous le dites pas, moi. S'il y a bien une catégorie de gens, ils sont entourés d'assistants, de chargés de communication, qui surveillent comme... C'est pas vrai pour les élus locaux, monsieur. C'est absolument pas vrai pour les élus locaux. Quand vous êtes élu d'une collectivité, vous n'avez pas des assistants de communication. C'est pas vrai. C'est d'abord des parlementaires. Donc,
une fois de plus, c'est une justice favorable pour ceux qui sont perçus, je dis les choses de façon caricaturale, comme les puissants. Et c'est un coup de calibre supplémentaire dans ce qui est essentiel, c'est-à-dire la perception que les citoyens doivent avoir d'un respect rigoureux d'un principe qui s'appelle l'égalité devant la loi. Merci William Bourdon, on rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris, merci d'avoir passé la tête dans les vraies voix sur Sud Radio. Allez, vous restez avec nous dans un instant, le tour de table de l'actu avec vous Philippe Bilger, on parle de quoi? Un étrange procureur à Limoges. Avec Françoise Degois. Judith Godrèche, bouleversante ce matin sur France Inter. Avec Sébastien Ménard. Le mérite. On en parle dans un instant, bienvenue, c'est les vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous remercie d'avoir choisi Sud Radio, de le choisir au quotidien. On est très heureux de vous accueillir tous les jours entre 17h et 20h avec Philippe David, bien entendu. Pourquoi vous rigolez? C'est un tweet de Jackie Bordage, un auditeur fidèle qui dit « Je viens de voir Monsieur David en philosophe des Lumières, attendant aux ampoules aux mains, Madame Degois en bougon, toujours au courant du contraire. Dommage aujourd'hui, j'ai encore raté une occasion de dire quelque chose à l'antenne. Et ben on le dit à sa place, c'est Jackie, un auditeur fidèle. Il est très sympa, Jackie. Il est marrant. Comme avec nous, bien entendu, Philippe Bilger, Françoise Degois et Sébastien Ménard. Allez tout de suite, le tour de table de l'actu, nos vraies voix. Regardez les actualités régionales. Tour à tour, finaux. On pourrait faire des choses, on discute jamais business à table. Je crois qu'on a vu le tour du sujet. Il me demande mon avis sur l'actualité, et je lui donne. Le tour de table De l'actualité. Et on commence. Avec vous, Philippe Bilger, vous voulez parler du procureur de Limoges. Oui, alors le procureur de Limoges est passé devant le Conseil supérieur de la magistrature en matière disciplinaire pour des propos sexistes et graveleux dans la quotidienneté du parquet. Alors, en même temps, et c'est là-dessus que je voulais intervenir, c'est un procureur qui a les meilleures appréciations sur le plan judiciaire. Il organise remarquablement son parquet et on ne peut rien lui reprocher sur le plan de la politique pénale. Alors à côté de cela, c'est un procureur qui, par moments, il m'a fait penser à des gens qu'on connaît un peu, qui aiment faire des blagues, des calembours vaseux, qui, par exemple, dit à une stagiaire, elle est prête à passer sous la table pour la chose. Il adore terminer un nom par fellation. C'est un peu lourd, quoi. C'est propos graveleux et sexistes, des calembours réels ou prétendus. C'est marrant. J'avais dans la tête quelqu'un qui ressemblait un peu. On se demande bien qui. Et en fait, la question que je pose, est-ce qu'il valait la peine d'engager ces procédures sur des indécences verbales? Jamais de geste, même s'il n'a pas avoué certaines choses à sa hiérarchie, alors que par ailleurs, il était remarquable sur le plan professionnel. Je me demande si, à force d'être aussi impitoyable pour des choses qui sont graves pour les personnes qui les subissent, on ne risque pas de perturber l'administration de la justice lorsqu'on a des gens qui sont très valables par ailleurs. Peut-être que ça va aller. Moi, c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous dites il n'y a pas de gestes déplacés, c'est que des mots, c'est un gros lourd, quoi. Voilà. Plus c'est que le gros, ça. J'ai été rapide, je voulais pas qu'on s'identifie trop ici. Si c'est un vrai gros lourd, mais si ça reste, peut-être qu'il fallait le regarder entre quatre yeux et lui dire tu t'arrêtes tout simplement, plutôt que d'engager peut-être une procédure, dans la mesure où personne ne se plaint de harcèlement sexuel, personne ne se plaint de harcèlement de physique, je pense. Non, je sais pas. Ça. Mais les femmes ont trouvé ça à la longue un peu lourd. Écoutez, c'est bien, c'est générationnel. Écoutez, ça, c'est peut-être excessif, mais après tout, pourquoi pas. Non, mais si, on n'est jamais à l'abri d'être un gros lourd, on n'est jamais à l'abri. Voilà, moi, ça m'est arrivé. J'espère que ça ne m'arrivera plus. Ou d'être une grosse lourde aussi. Non, mais c'est évidemment. C'est pas qu'un privilège masculin, mais c'est majoritairement un privilège masculin. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Oui, quand même. Mais c'est vrai que le monde, je n'ai jamais été harcelé en ce qui me concerne. Il aurait adoré être harcelé par Cécile. À la cour d'assises, ça m'est arrivé. Dans un autobus, j'avais une sorte d'admiratrice et ça n'est jamais évident. Je me suis mis à la place d'une femme. Ça n'est jamais évident de dire non.
Ah, c'est intéressant. On n'est jamais à l'abri de ce type de situation, hein, comme auteur ou comme quelque part victime. Le monde, comme le dit souvent Françoise de Gois, le monde a changé. Voilà, donc il faut accepter ce changement, sachant que c'est pas un changement pour du moins bien. Je pense que c'est un changement pour du mieux. Ah oui, c'est sûr. Avec plus de responsabilité, plus de respect, plus d'éthique. Donc ça me va bien, même si effectivement on a parfois le sentiment qu'on sonne la lalie sur des personnes qui sont professionnellement, intellectuellement très valables, mais le monde a effectivement changé, il faut l'accepter. Moi, je trouve que les hommes font quand même vachement d'efforts, y compris les jeunes, mais y compris les anciennes générations pour qui c'est pas forcément évident. Et ben, je trouve quand même qu'ils font des efforts parce qu'ils comprennent aussi que c'est plus le sens du temps, que c'est plus le sens. C'est quand même de plus en plus rare, je trouve, de tomber sur des gros lourds, quoi. Enfin, je sais pas. On a le temps. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y a par exemple, je le vois même dans mon environnement familial. J'ai des petits enfants. Un jour, je demande à l'aîné de mes petits enfants, Zoé, qui est formidable en matière médicale, je pose généralement comment ça va ta vie personnelle, mais elle a considéré que c'était quasiment une offense. Qu'ils ne veulent plus répondre à ce type de questions. Oui, je suis d'accord. Moi, je vois ça aussi dans mon environnement familial. Je vois la génération des 18 ans, la génération, même celle qui arrive avant. De toute façon, c'est terminé. C'est pas qu'ils veulent. En fait, ils veulent plus fonctionner comme nous, en réalité. Et je vois bien, c'est pas des blagues. C'est pas des blagues. La moindre dimension qui pourrait donner l'impression que c'est raciste, tout de suite, c'est vraiment disqualifié autour de la table avec des blagues complètement débiles sur les Juifs et les Arabes, etc. Eh bien, c'est disqualifié immédiatement parce que cette génération, elle veut pas. Et moi, j'adore cette génération, en fait. Je suis pas sûr de la comprendre tout à fait, mais j'adore cette génération parce que je trouve qu'elle nous débarrasse de ces oripeaux. C'est quand même plus simple de vivre sans être gros lourd, quoi. Non, enfin, je sais pas. Bon, il nous reste que Françoise de Gois. Allez, Sébastien Ménard, le mérite. Et moi, je voulais vous parler du mérite parce que on a en France, et j'en suis de manière plutôt contemporaine, puisque comme le rappelle très souvent Françoise de Gois, j'ai passé plus de temps à commenter l'activité des autres, à savoir faire de la politique plutôt que d'avoir une activité tout court. Elle le dit souvent plutôt bien, mais c'est vrai que j'ai la chance de partager ma vie avec aujourd'hui des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'entrepreneurs, et on ne dit pas assez finalement le courage qui est le leur, l'abnégation qui est la leur, et l'esprit de sacrifice. Et moi j'ai fait la rencontre il y a 3 ans et demi maintenant d'une personnalité qui est devenue mon associé, qui est dans ce studio aujourd'hui, et je voudrais le remercier parce que le mérite, en fait, il s'est encore traduit tout à l'heure. On est allé, alors nous on fait de la food tech, donc la food tech c'est tout ce que Françoise de Gois ne veut pas manger. Mais si, je voudrais c'est-à-dire des produits bons pour vous, bons pour les autres et bons pour la planète quand vous les prenez. Je ne citerai pas la marque. Et voilà, et on a encore tout à l'heure, fort de ce travail que je vais le citer parce qu'il s'appelle Sylvain Baudet, c'est mon associé et mon ami. Fort du travail qu'il fait depuis 20 ans, on a encore été tout à l'heure quelque part félicité. On a reçu 14 ou 15 saveurs de l'année sur une gamme. Voilà, donc je vous ai amené un trophée. J'en ai 14 dans mon scooter. Et voilà, il y en a un. Voilà, et je suis fier de l'entrepreneuriat français. Je suis fier de ce que je fais avec Sylvain Bonnet. Et voilà, je voulais le dire parce que le mérite, parfois, il faut le mettre en lumière. Voilà. Je trouve ça super bien. Et Françoise de Gois, vous arrêtez les bonbons demain. Mais toi aussi, surtout. Toi, en plus, mais quel faux d'air, ce type. C'est le macroniste jusqu'au bout. Il triche. Il bouffe mes bonbons. Il m'explique que c'est moi qui les mange. Ça va, week-end à Rome, Étienne Darro. Ça va. Et bravo à Sylvain. Allez, bravo les amis. Super, c'est super. Pour une fois que Sébastien Ménard a un diplôme. Non, mais sur le... Oh la vache. Non, mais sur le courage des entrepreneurs, je trouve que vraiment c'est assez bien dit. On tape sur toujours les grands capitaines d'industrie, mais quand même la France c'est PME, PMI. Et ça, TPE aussi. TPE. Si vous voulez faire une class action pour harcèlement contre Cécile de Ménibus, on peut s'associer. C'est parti. Ouais, super. Vous allez gagner des sous enfin. Allez, 0826 300 300, vous les commentez, vous êtes les bienvenus. On revient dans un instant avec le tour de table de l'actu de Françoise de Gois sur cette interview bouleversante de Judith Godrèche ce matin sur une radio amie. C'est ça. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix,
tous les jours de 17h à 19h. Vous pouvez nous retrouver, bien entendu, un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas nous louper, je vous le dis. On est sur Instagram, on est sur TikTok, on est sur Facebook, on est sur X, bien entendu, Twitch, enfin partout. D'ailleurs, je tiens à rappeler que mon ami Philippe Bilger fait des scores incroyables sur TikTok. Non, c'est Philippe David. Qu'est-ce que j'ai dit ? Philippe Bilger. Oui, Philippe David fait des Vous avez des twerk. Vous savez, non, mais vous savez qu'il fait des scores de ouf. Il fait des 100 000 vues sur ses coups de gueule quand même. Bien sur sûr. TikTok. Ouais. Je crois 100 000 vues. Le record à battre, c'est 982 000 pour moi, TikTok. On va voir si vous accrochez. 100 000 déjà, c'est déjà énorme. On est très contents. Et notre chaîne YouTube à laquelle vous pouvez bien entendu vous abonner. Françoise Degois, un peu d'émotion dans ce tour de table de l'actu des vraies voix avec cette interview. C'est d'abord le choc d'entendre Judith Godrèche raconter cette histoire de son enfance, parce que je pense qu'à 15 ans, on est encore un enfant. 14 même. 14 ans, oui. Cette interview bouleversante qui a suivi une grande enquête du Monde, où les mots de Judith Godrèche dans sa relation, si vous voulez, avec le réalisateur Benoît Jacot sont bouleversants. Ils sont glaçants et bouleversants, où elle raconte finalement l'emprise, le fait qu'elle a 14 ans, et avec cette phrase, moi, qui m'a tellement frappé, mais que vous l'avez écouté, Sébastien aussi, je sais, où elle dit, en réalité, je n'étais pas amoureuse de lui, j'étais une enfant kidnappée, et j'étais sa femme objet. Et donc, elle raconte les violences sexuelles, les sévices, son incapacité, finalement, à sortir de cette relation complètement toxique. Elle raconte aussi, et Cécile, vous le disiez très bien, encore plus sidérant, c'est l'agression de Jacques Doyon, sous le regard de Jane Birkin, avec personne qui ne dit rien. Et moi, ce qui m'a frappé, au-delà de l'horreur, et je voudrais redire à quel point MeToo, finalement, est salvateur, même s'il y a des excès, parce que ça aussi, c'est le résultat de MeToo, Judith Godrèche. Et je voulais dire ce qui m'a frappé, et je sais pas vous, peut-être parce que c'est ma sensibilité féminine, mais j'aimerais avoir votre avis, mais vous, ce qui m'a frappé, c'est le décalage entre la culpabilité que je ressens de cette actrice qui a gardé ce chagrin pendant des années, sa culpabilité de ne pas avoir parlé plus tôt, le décalage entre cette culpabilité de la victime que j'ai entendue dans chaque mot qu'elle disait, et finalement la défense de Benoît Jacot, qui a un peu changé de biais, mais qui depuis 15 jours dit je prends ça avec le sourire, c'est moi qui étais sous emprise, il y a un côté on peut plus rien dire, un côté ah là là, le puritanisme. Et maintenant il a un peu changé de registre parce qu'il se rend compte que ça pourra pas passer comme ça. Mais j'ai été frappée de voir que même encore dans cet aveu qui demande un courage incroyable, les mots qu'elle a utilisés, ce qui m'a frappé ce matin aussi, c'est les silences, c'est-à-dire la difficulté de parler de cela. Eh bien, c'est le décalage encore entre cette culpabilité de victime et le côté franche rigolade, presque un peu moqueuse de Benoît Jacot. Ce qui est intéressant quand elle raconte, c'est que il n'y a pas de colère en fait. En fait, il y a une espèce de douceur qui est très déconcertante, qui vous prend. Et moi, forcément, ce matin, quand j'ai entendu ça, en tout cas, quand j'ai revu cette interview, réécouté cette interview, j'avais une pensée pour Doyon. Bien sûr, la fille de Jane. En me disant que les dommages collatéraux, parce que là, effectivement, il y a Judith Godrèche, mais sont colossaux. J'en suis émue, j'en perds ma voix. Ils sont colossaux, les dommages collatéraux de ces pères de famille qui ont fait n'importe quoi à une époque. Et il faut voir le courage d'une Judith Godrèche sur un autre plan. Le fait qu'elle surmonte le ridicule que d'aucuns ne vont pas manquer de projeter sur elle en disant qu'elle a eu une liaison de plusieurs années avec lui et qu'elle a le courage de déposer plainte alors qu'elle sait que c'est prescrit pour faire savoir. Oui, c'est parce qu'elle relève la question du consentement. En réalité, c'est ça le sujet, le cœur du sujet, ça va rester, c'est un sujet sans fond, le consentement. Donc la nouvelle loi dit que de toute façon avant 15 ans, il n'y a pas de quoi. Mais c'est ça l'idée, c'est comment une jeune fille de 14 ans peut être entraînée avec l'incapacité de s'en sortir, la mécanique de l'emprise, et on la voit, on l'a sous nos yeux. Moi, je suis d'accord avec vous, j'ai pensé à Lou Doyon, j'ai pensé à Jane Birkin, parce que personne n'a réagi sur ce plateau, en réalité. Elle avait 15 ans. Et 40 filles prises.
45, oui, c'est ça. C'est-à-dire que la plus ce qu'elle suggère que la veille, ce qui s'est passé dans ce bureau. Je pense que tout le monde n'est pas au fait de ce dont vous parlez. Alors, j'explique en une phrase. Elle tourne un film avec Jacques Doyon qui est très intéressé par elle, et elle raconte comment Benoît Jacot est assez fier finalement que Jacques Doyon veuille lui prendre sa femme trophée. Donc il laisse faire, vous imaginez la folie générale. Et en fait, il y a un acteur qui est engagé pour tourner une scène d'amour. Finalement, cet acteur est dégagé parce que Jacques Doyon décide que c'est lui qui va tourner la scène. Et il l'introduit, la scène. Elle n'existait pas dans le scénario. Il invente une scène la veille, une scène qu'il va jouer lui-même, et il va retourner la scène 45 fois. Et il va tourner cette scène 45 fois. Avec des attouchements, de la nudité. La nudité, l'embrassement, l'embrassant, la touchant, la palpant, tout ça sous le regard de Jane Birkin qui ne dit rien. Oui. Donc voilà, moi cette omerta, c'est plus possible en fait. Voilà. Elle dit rien, mais elle dit qu'elle est très mal à l'aise. Qui fait arrêter tout de même à un moment donné. Vous avez raison. Très tardivement. Ce qui est quand même rassurant, c'est que on le disait tout à l'heure en hors antenne, c'est que ce monde, c'est Jurassic Park, ça n'existe plus, ça n'existera plus. Espérons. Voilà. Oui, espérez, oui. Voilà, c'est à mon avis ce qu'il faut retenir, et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle vous avez des Judith Godrèche qui sont extrêmement dignes dans son témoignage, même si elle sait effectivement, comme vous le disiez Philippe, que cette affaire est prescrite, qu'on peut plus finalement commenter au-delà, judiciairement parlant, de ce qui peut se faire médiatiquement. Mais c'est fini, voilà, c'est fini. Je suis pas sûr. Je suis d'accord avec Philippe. Vous n'êtes pas sûr de quoi c'est fini? Que ce soit fini. Sur les tournages, c'est fini, en tout cas. Sur les tournages, oui, mais je suis pas sûr que ça soit fini. Moi, je suis d'accord avec vous deux. Profondément, il y a. En tout cas, si ça peut faire réfléchir, si ça peut créer peut-être des électrochocs, c'est plutôt très courageux de l'avoir fait. Allez, vous restez avec nous. Dans un instant, le coup de projecteur des vraies voix. On va revenir sur ce. Soyons clairs, parlons vrai. On le sait. Deuxième vague de nomination du gouvernement qui se fait attendre, sans François Bayrou désormais. Est-ce que finalement ce ministère, ce gouvernement n'a pas perdu de sa superbe, si toutefois il y en avait déjà eu? Alors, est-ce que faire un gouvernement, c'est devenu la quadrature du cercle pour Emmanuel Macron et Gabriel Attal? Est-ce que le MoDem est fragilisé au sein de la majorité suite aux propos de François Bayrou et son refus d'entrer au gouvernement? Est-ce que la majorité tout court est fragilisée au point de dissuader beaucoup de gens de venir au gouvernement? Remaniement, le gouvernement de Gabriel Attal a-t-il perdu toute crédibilité? Eh bien, vous dites oui à 91%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. On en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. Voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue dans cette belle maison Sud Radio. Vous y êtes conviés quand vous voulez. Il suffit de pousser la porte, et la porte c'est le 0826 300 300, et même de venir. Vous pouvez venir assister à cette émission. Vous êtes bien entendu les bienvenus, avec Françoise Degois, Sébastien Ménard et Philippe Bilger, qu'on est ravis d'accueillir bien sûr aujourd'hui, à part certains. Voilà, j'adore faire ça. J'adore faire ça. Ne précisez pas. Bien sûr que non, je suis pas Philippe David. Allez, tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. C'est la première fois depuis le début de la Ve République qu'on passe 3 semaines sans avoir un gouvernement au complet. Tous les membres du gouvernement seront présents derrière le Premier ministre. On parle de sortir un ministre d'il y a 30 ans à 73 ans. Je ne fais pas de marchandage et je ne suis pas là comme au marché aux bestiaux. Non. Vous savez, c'est pas simple de faire un gouvernement. Il y a des équilibres géographiques. Évidemment, il faut s'assurer de la parité. Et donc cette crise politique liée au remaniement qui intervient un mois après la nomination de Gabriel Attal comme Premier ministre, un mois avec un casting gouvernemental incomplet, gouvernement qui, faute de majorité absolue, avait dû se dispenser de vote de confiance à l'Assemblée nationale. Alors, est-ce que faire un gouvernement 30 jours que Gabriel Attal a été nommé, c'est un peu mission impossible? Est-ce que la majorité, qui est déjà relative, est encore fragilisée par les propos de François Bayrou? Remaniement, le gouvernement de Gabriel Attal a-t-il perdu toute crédibilité? Vous dites oui à 92%. Aude attend vos appels au 0826 300 300. Philippe Bilger, ce remaniement qui se fait attendre, regardez, il est encore 18h43, il n'y a toujours pas de fumée blanche. Je disais déjà cette phrase hier et avant-hier. Qu'est-ce qu'on attend? Alors, on a dit tout à l'heure à quel point François Bayrou, ça n'était pas un caprice, que c'était important, que ça révélait presque une crise de régime.
en même temps, tout cela ressemble à un vaudeville républicain. C'est-à-dire qu'on se dit, ça dépasse l'entendement, cette inaptitude à composer un gouvernement, d'une part à cause de la pauvreté du vivier macroniste, et d'autre part, pourtant, à la suite de beaucoup de demandes. De sources sûres, on m'a dit que Gabriel Attal indiquait que un député sur 2 de Renaissance l'appelait pour dire « je suis prêt à prendre n'importe quel poste ministériel ». Ah, c'est faux. Et donc, ça montre qu'il y a une pauvreté, un désir d'ambition, et en même temps, tout de même, quelque chose qui ne peut qu'effarer le citoyen s'il s'y intéresse. Alors là, je me demande si ça ne nous intéresse pas, nous, d'entre cercles médiatico-parisiens. François, c'est déjà arrivé, ça ? Quoi ? Aussi long. Si, aussi long. 30 jours. 30 jours, non, On l'a jamais, jamais vu, je crois. mais l'essentiel est fait. En réalité, l'essentiel, c'est les ministres d'État. Après, les ministres délégués qui ont droit d'assister au Conseil. Moi, je suis pas effaré. Il n'y a rien d'étonnant. C'est un procrastinateur né. Emmanuel Macron, il a toujours fait ça. Il a laissé traîner. Je pense que il y a vraiment le problème Bayrou. Vraiment, je pense qu'ils ont attendu pour Bayrou. Ils voulaient faire rentrer Bayrou. Ça s'est assez mal passé. Je pense que ça s'est pas passé comme ils pensaient que ça se passerait. Quand on en est allé rechercher Nicole Belloubet pour l'éducation nationale, les bras nous en tombent. Non, ce qui m'inquiète, et c'est pas officiel, hein, c'est une rumeur. Hein. Bien sûr, bien sûr, mais Sébastien Ménard, il va me dire non, mais je sais qu'il va acquiescer dans son cœur. Ce qui me tue, c'est de voir la dégradation en réalité du niveau. Comment on en est arrivé en 7 ans à passer de Richard Ferrand, de Bayrou, de Collomb, même de Nicolas Hulot qui connaissait la partie. Comment on en est arrivé en 7 ans à passer de ça à Gabriel Attal et Stéphane Séjourné au Quai d'Orsay. Je n'ai rien contre le jeunisme, c'est pas le sujet. J'ai quelque chose sur la densité. Et pour moi, ce qui m'inquiète le plus, en réalité, c'est la densité. Je trouve ce gouvernement faible. Je le trouve tellement faible qu'en contrepoint, d'une certaine manière, moi qui suis vraiment une femme de gauche, je peux pas supporter ce qu'il pense, mais ça me rassure de savoir qu'il y a Gérald Darmanin. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que la République, c'est une chose sérieuse. L'État, c'est quelque chose de sérieux. Être un homme d'État, c'est quelque chose de sérieux. Moi, je veux bien qu'on envoie tout balancer, etc. C'est sérieux. C'est très profond. C'est notre pays qui est en jeu. Regardez le résultat. Marine Le Pen va être donnée un sondage sur 2 vainqueur de la présidentielle. Mais c'est absolument lié à la dégradation de la qualité et de la densité de ce que nous propose Emmanuel Macron. Pas lui, hein, mais tout ce qui l'entoure. Jour après jour, mois après mois, c'est un désastre. Excusez-moi. Attal, Séjourné, c'est un désastre. Sébastien Ménard qui ne manque pas de densité. Alors, moi je vais vous répondre. Par rapport à la question qu'on a posée à nos auditeurs, moi je m'inscris parfaitement en faux. Alors je vais être extrêmement minoritaire. La crédibilité d'un gouvernement qui a 30 jours après la nomination d'un Premier ministre de 34 ans, on peut pas quelque part, on peut pas aujourd'hui juger, préjuger, présager de ce que ça va être. Voilà. Donc aujourd'hui, ce gouvernement est tout à fait crédible. Il y a évidemment une période d'attente qu'il aurait peut-être fallu expliquer, parce qu'à un moment donné, il fallait peut-être assumer le fait qu'on avait envie de François Bayrou et qu'on avait besoin de François Bayrou, qui est quand même un poids lourd, je l'ai dit tout à l'heure, de la vie politique française. Là où je suis pas complètement d'accord avec vous, Françoise, on peut pas dire que ce gouvernement manque de densité quand vous avez Bruno Le Maire, qui est quand même aux affaires depuis 2017. Oui, que vous avez Gérald Darmanin, que vous avez Dupond-Moretti. Oui, on va chercher. On a le droit. Vous pensez vraiment qu'il a de la densité sur la justice? C'est n'importe quoi, Dupond-Moretti. Il a de la densité sur le champ de compétences qu'elle tient aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord du tout. Vous avez le droit de pas être d'accord, mais j'ai le droit aussi d'aller au bout de mon point. Oui, pardon. Voilà. C'est vrai, je l'accorde. Donc quand vous avez des personnalités politiques aujourd'hui qui sont, je dirais, dans l'antichambre du remaniement, qui sont des gens plutôt, en tout cas, je vais pas vous donner des noms, mais il y a des gens tout à fait crédibles. Il y a des gens aujourd'hui assez méconnus du grand public, mais vous prenez un Christophe Béchu qui est élu local depuis 25 ans, qui était l'un des plus jeunes présidents de région, qui a réussi à être maire d'Angers, à transformer Angers. Et donc, Angers qui est la ville la préférée des Français. Je veux dire, le top 500. Le top 500. Il pourrait faire ça avec l'écologie. Mais c'est un autre sujet. Mais c'est un autre sujet. Mais on peut pas dire aujourd'hui que le paysage politique macronien manque de densité. Alors ça manque peut-être d'individualité, ça manque peut-être de marque, oui.
Voilà, certains sont peut-être pas la bonne place non plus. Mais ça, c'est un autre sujet. Ah oui. Et c'est la raison pour laquelle vaut mieux parfois Qu'est-ce attendre. que vous êtes Fauderche, vous? Mais je suis pas Fauderche. Je faisais pareil avec Hollande, remarquez. Défendez contre vents et marées, j'arrive à le Donc défendre. aujourd'hui, vous avez un Premier ministre qui est à la tâche, qui a 34 ans. Vous avez un gouvernement, c'est pas des ministres d'État qui ont été nommés, mais des ministres régaliens qui sont nommés. Voilà, il y aura probablement des ajustements de casting. Il y a des gens qui vont rentrer. Vous avez Agnès Pannier-Runacher qui va prendre évidemment un poste très important dans les heures qui viennent. Enfin, des gens tout à fait crédibles. Est-ce qu'elle s'en va, Oudéa Castéra, bien sûr? Et j'ai pas à vous répondre. Apparemment. Mais c'est pas. Mais non, s'il vous plaît. Je crois tout de même que tous les deux vous sous-estimez l'impression dévastatrice d'un gouvernement qui pourrait être complété. Je sais, François, vous pensez que les Français, vous pensez qu'honnêtement, moi je vais vous dire un truc. Je vais vous dire un truc. Ma femme qui est mais demandez au mec du bâtiment, Sébastien. Elle s'en fout. C'est pas une question de Français. Demandez. J'avais une discussion tout à l'heure sur la rénovation énergétique. Il y a plus rien ne bouge. Dans le bâtiment, mais on sait très bien que c'est pas les ministres du logement qui font la politique du logement en France depuis longtemps. Sébastien, ça se fait à Matignon ou à l'Élysée. Il n'empêche qu'on a tout de même, je sais pas si ça a déjà existé, une telle élaboration durant un mois, avec le sentiment qu'ils sont perdus. Et deuxième élément qui me paraît important, je rejoins Françoise et votre argument, Sébastien, pourtant n'est pas absurde. Ces gens-là ne sont pas des imbéciles, mais on a tout de même l'impression profonde qu'il n'y a pas la densité d'avant, que ce sont des êtres qui, comment dirais-je, n'incarnent pas fondamentalement la fonction et qui peuvent laisser des inquiétudes. Mais vous pensiez que c'était le cas sous François Hollande? Bien sûr. Ah mais il y en avait quelques-uns. Il y en avait pas beaucoup quand même. Il y a de moins en moins de ténors. Mais posons-nous la question, c'est la vie politique. C'est la vie politique française qui attire de moins en moins de talents. Et François Hollande, et vous avez une responsabilité fondamentale avec un certain nombre de barrières. Non mais attendez, mais bien sûr que si. Dans le sillage de l'affaire Cahuzac, quand on décide de moraliser la vie politique française, c'était évidemment nécessaire. Mais vous avez plein de balises qui ont été posées qui dissuadent des tas de gens, extrêmement crédibles de faire Cahuzac. Mais regarde, Sébastien, Le Drian, c'était tout de même pas séjourné, quoi. C'est pas séjourné. Écoutez, arrêtez le cinéma. Le folle, c'est pas Marc Fesneau. Enfin, moi, je ne suis pas dans l'idée du c'était mieux avantisme. Je déteste ça. Mais force est de constater qu'il y a quelque chose. Mais je pense aussi que c'est lié à Emmanuel Macron. Mais pourquoi ils veulent plus venir ces gens-là? Mais c'est pas qu'ils veulent, mais tout le monde. Mais c'est difficile de faire un gouvernement, manifestement. Mais c'est difficile parce que personne veut monter dans le Titanic et personne veut bosser avec ces gens-là. Enfin, la vérité. Vous avez de moins en moins de gens de talent qui veulent faire de la politique. Je ne suis pas d'accord avec vous. Mais c'est une réalité. Mais c'est une réalité au doigt mouillé. Je ne suis pas d'accord avec vous. Écoutez. Demandez donc, d'ailleurs, c'est intéressant ce que dit, ce que tu dis, Philippe, ce que dit sur le fait que tout le monde se propose pour être ministre. Je n'ai jamais vu. Mais c'est des Il y a des gens qui ont dit non à Emmanuel Macron. Oui, bien sûr. Mais il y a des députés qui sont de très grande valeur. Je rappelle je voudrais finir, Sébastien. Je voudrais juste dire que on pense tous, et vous le premier, ça m'énerve que vous soyez absolument fauderche comme ça. Non, mais on pense tous qu'il y a une dégradation. On pense tous qu'il y a une dégradation totale du niveau politique et que c'est pas possible d'avoir ces journées au Quai d'Orsay. Et Gabriel Attal, je suis désolé, à Matignon. Excusez-moi de vous le dire. Vous faites un sondage dans la rue, tout le monde rigole. T'inquiète pas, Gabriel, je suis là, je veille au grain. Mais je l'aime bien, Gabriel Attal, mais pas là. Merci beaucoup, Philippe Bilger. Merci, Françoise Degois. Merci, Sébastien Ménard. Salut. Dans un instant, on va revenir sur cette petite révolution à Paris. Serait-ce de la voiture bashing? Je dis ça, je dis rien. En tout cas, les parkings sont hors de prix. À l'intérieur, enfin, les parkings souterrains, les parkings à l'extérieur. On ne peut plus rouler dans plein d'endroits. On va en parler. Et puis, on reviendra aussi sur la finale de ce prix Pionnier ACF 2024 avec l'un des 6 finalistes. Et puis, on reviendra aussi sur une belle start-up. Ah oui, une belle start-up qui s'appelle Entroview. Et alors, elle fait quelque chose d'extraordinaire pour les batteries électriques des voitures. C'est une application absolument fabuleuse. Allez, on en parle dans un instant. Les vraies voix qui font rouler la France. À tout de suite.